Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire présenté par les producteurs de pommes du Québec. Mon nom est Jérôme-Antoine Brunel, directeur général des PPQ. Donc, quatrième et dernier webinaire de cette série 2026 avec une thématique qui se veut la biodiversité, mais qu'on peut associer à l'ensemble de la série des webinaires. Donc, on avait débuté avec la modernisation des vergers et le coût de production. Nécessairement, la biodiversité vient agir sur la vie dans le verger, donc a un impact justement sur les coûts et la productivité du verger. Ensuite, on avait eu un webinaire sur les technologies au verger, donc des technologies qui peuvent nous aider à favoriser la biodiversité et l'aménager à notre avantage. Ensuite, au niveau de la production fruitière intégrée et la gestion des intrants, on sait que ça aussi, ça a un impact sur la biodiversité, que souvent la biodiversité peut aider dans la gestion du verger. Et donc, pour ce quatrième webinaire, en fait, le titre exact, c'est le rôle clé des couvre-sols dans la santé des sols en verger. Donc, bienvenue. Et juste dire que l'ensemble des webinaires, finalement, vont être disponibles en rediffusion sur la chaîne YouTube des PPQ. Donc, surveillez les communications, notre site web pour des liens vers chacun d'eux si jamais vous voulez revoir les webinaires et reprendre des notes. Donc, sans plus tarder, j'introduis notre conférencière aujourd'hui, qui est Noémie Gagnon-Lupien, qui est chercheuse principale culture fruitière et biodiversité au CETAB. Donc, je vais la laisser introduire le contexte et le sujet. Donc, bienvenue, Noémie. Merci d'être avec nous et bon webinaire à tous. Pour information, il y a deux sections là, dans votre présentation de webinaire. Il y a une section clavardage et il y a une question questions et réponses. Donc, si vous avez des interventions, des questions, des réflexions, n'hésitez pas à utiliser l'un ou l'autre de ces volets-là. On va suivre le clavardage, les discussions. On va pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure ou à la fin, dépendant de la pertinence. Donc, encore une fois, bienvenue à tous et bon webinaire. Merci beaucoup, Jérôme-Antoine, pour cette présentation. Donc, je suis très honorée de clore cette série de webinaires en vous parlant de couvre-sol. Donc, je vous partage tout de suite mon écran. Euh, je vais vous expliquer un peu là, pourquoi le rôle clé des couvre-sols dans la santé des vergers. Vous allez le voir, c'est vraiment de multiples facettes des couvre-sols qui vont améliorer la santé des vergers. Petit plan de la présentation. En fait, je vais vous parler un petit peu de l'INAB et du CETAB pour que vous compreniez un peu mieux le contexte dans lequel ont été réalisés plusieurs de ces essais-là que je vous présenterai en cours de webinaire. On va parler de gestion de l'enherbement, des auxiliaires, des plantes et des résultats de projets de recherche. Donc, je fais de ce pas une petite introduction euh, de l'Institut national d'agriculture biologique, donc dont l'acronyme INAB. Donc moi, je travaille pour le CETAB plus particulièrement, mais qui est inclus dans cette structure-là, qui est l'école, qui est l'Institut national d'agriculture biologique. Donc, c'est un centre qui regroupe des activités d'enseignement, de recherche et de transfert technologique. Ça regroupe aussi trois entités, donc le CETAB+, le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité, mais aussi le Centre d'innovation sociale en agriculture, qui est comme le CETAB, un CCTT, donc un centre de transfert technologique de niveau collégial. Et on a le département d'agriculture, donc qui offre la technique en gestion et technologie d'entreprises agricoles. Nous, au CETAB, on a vraiment une expertise en recherche technique au niveau de l'agriculture biologique sous toutes ses facettes. On a également une équipe de services conseils et on fait beaucoup de formations et de transferts technologiques. Je passe assez rapidement sur la mission, là, mais on a vraiment des activités de recherche appliquée, de services conseils, de soutien. Deuxième ligne également. Et tout ça sur deux sites. Donc, on a un site qui est vraiment basé dans les locaux de l'Institut national d'agriculture biologique où on fait la culture de petits fruits. On a des parcelles en maraîcher et en grande culture. Puis, on a la chance aussi d'avoir un verger de recherche, donc un verger basé à Victoriaville. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu la chance de participer à différentes activités qu'on y réalise de démonstration, de formation. C'est un verger de 5 hectares qui est en production biologique depuis 2010.
Il y a 3 hectares actuellement en production. Certaines surfaces qu'on utilise davantage pour des nouveaux projets de développement ou des tests qui sont de plus courte durée. Mais on a vraiment des parcelles permanentes là, sur 3 hectares en production de poires et de pommes. C'est au cœur de la ville du centre-ville de Victoriaville. Donc, on est vraiment dans un parc municipal avec cette vie là, urbaine tout autour. On a en démonstration différents modes de conduite de taille. On travaille sur la gestion des ravageurs et des maladies en production biologique. On fait de l'éclaircissage, des projets là-dessus, des essais de variété. On travaille aussi plus particulièrement actuellement sur la culture de la poire. Si c'est quelque chose qui vous interpelle et qui vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi. On veut créer un beau réseau autour de ce nouveau fruit et beaucoup de projets de biodiversité dans lesquels je vais entrer là, plus en détail dans les prochains instants. Et ce terrain de recherche-là, en fait, je vous en parle parce que ça a été le lieu où j'ai pu faire plein d'essais, des essais qui ne sont pas nécessairement publiés, qui n'étaient pas nécessairement financés de façon formelle non plus. Et donc, c'est des résultats un peu inédits là, que je vais vous présenter en partie par la suite. Des projets qui ont été réalisés avec des stagiaires internationaux et qui ont mené à, je pense, des belles pistes de solutions, de réflexion et d'éventuels nouveaux projets sur l'utilisation de couvre-sol pour améliorer la biodiversité dans les vergers et donc la santé des arbres. Gestion d'enherbement en verger, je voulais vous faire un petit topo un peu. Donc, une majorité de vergers au Québec sont en mode enherbement permanent dans l'entre-rang et des herbages chimiques sur le rang. Donc, on gère vraiment le rang avec des herbicides encore beaucoup au Québec. J'ai pas de chiffres clairs sur l'utilisation, mais tu sais, ce qu'on voit de façon globale, c'est que les herbicides sont les pesticides les plus utilisés en milieu agricole là, au niveau des ventes. Donc, c'est 65% des ventes de pesticides au Québec qui sont des herbicides, donc 44% du glyphosate. Et moi, ça m'a quand même interpellée assez rapidement, non seulement parce qu'en production biologique, on est très limité dans les outils de type herbicide, mais également parce que je me disais, il y a sûrement d'autres solutions intéressantes et c'est ce que j'ai exploré assez rapidement là, dans le verger de recherche. Donc, moi, je coordonne la plupart des activités de recherche au verger maintenant et je m'occupe aussi de la gestion phytosanitaire là, avec l'équipe technique. Donc, assez rapidement, j'ai vu aussi les goulots d'étranglement de certaines tâches. Donc, ça va faire partie des réflexions que je vais vous partager aujourd'hui. C'est certain que la modernisation des vergers accentue la perte de biodiversité, on se le cachera pas, puis le fait que les couvre-sols prennent moins d'espace dans ces vergers-là, ben ça amène aussi des défis et on l'a vu, là, il y a une étude qui est sortie qui présente que dans le fond, dans la haute densité, il y a vraiment une réduction significative de la biodiversité dans les vergers, beaucoup associée à la floraison des couvre-sols et à l'utilisation là, des fois plus intensive aussi de pesticides. J'ai eu la chance aussi de partager mes réflexions, mes résultats de recherche et des pistes de solutions avec l'équipe d'Agriculture Canada à Summerland, donc un projet où je suis allée visiter un centre de recherche là vraiment où il y a des essais sur les couvre-sols et eux sont encore à essayer de diversifier l'allée, essayer d'avoir en fait autre chose que des herbicides dans l'allée. Donc, on a quand même un pas en avant là-dessus au niveau des vergers au Québec, mais sachez que c'est dans l'air du temps aussi ailleurs au Canada. On avait aussi initialement développé des projets sur la gestion des couvre-sols parce suite à un sondage qu'on avait réalisé auprès de pomiculteurs biologiques en 2012, bien senti à quel point la gestion des couvre-sols était énergivore pour les vergers bio et des équipements de désherbage qui étaient à ce moment-là très peu disponibles pour désherber particulièrement sur le rang et très dispendieux. Donc, il y avait plusieurs entreprises qui effectuaient la tonte sur le rang avec un coupe-bordure, ce qu'on appelle communément un weed eater. Et pour l'avoir fait et pour avoir donné cette tâche-là à beaucoup de nos étudiants d'été, c'est plutôt laborieux, extrêmement long et pas particulièrement agréable à réaliser sur de longues périodes. Donc, on s'est rapidement intéressé au désherbage mécanique de façon plus générale et ça, on en parlera dans les prochains mois parce qu'on a des projets encore là-dessus. Mais avec tous les défis que ça présentait aussi, parce que le désherbage mécanique, ça reste
relativement énergivore et coûteux par rapport aux herbicides qui sont utilisés. Puis il y a toujours le risque de blesser les arbres, aussi de ne pas arriver à le faire partout dans le verger, donc dans les parcelles haute densité, dans les jeunes plantations. Il y a peu d'outils adaptés et on fait face à une dégradation du sol. Donc, ça nous a amené des réflexions à savoir pourquoi on ne trouverait pas des alternatives à mettre sur le rang. J'avais aussi, au fil des années, on a changé, nous, beaucoup de gérants de verger, donc la personne qui est un peu plus dans la gestion, justement, de ces aspects-là de la production. Et je voyais qu'il y avait vraiment un seuil de tolérance très différent d'une personne à l'autre sur l'enherbement sur le rang. Puis c'est pas évident de trouver l'équilibre entre une perte potentielle de croissance des arbres, des risques liés à trop d'humidité près des troncs, ce qui entraîne plus de ravageurs du bois, et en même temps, optimiser le temps de travail. Donc, pas nécessairement en faire la priorité quand il y a des moments plus critiques aussi dans la saison. Donc voilà, c'était toutes mes réflexions au moment de développer des projets. Puis là, on s'est intéressé aux différentes alternatives au désherbage chimique et mécanique. On a regardé des paillis plastiques, paillis biodégradables, paillis permanents, qu'on utilise d'ailleurs encore dans certaines sections du verger. On a travaillé sur des paillis de copeaux de bois aussi, avec des résultats relativement intéressants. D'autres paillis végétaux inertes, là, donc on a testé du paillis de chanvre, entre autres. Donc, tout ça fait partie des essais, des petits tests en parallèle qu'on a réalisés et des couvre-sols végétaux annuels là, sur lesquels on a très peu travaillé, mais qui est quand même utilisé en Europe aussi. Mais rapidement, moi, je me suis intéressée aux couvre-sols végétaux permanents parce que j'y voyais beaucoup, beaucoup de bénéfices aussi en termes de biodiversité. Donc, justement, en termes de services écologiques associés aux couvre-sols végétaux, le fait de diversifier les cultures de couverture, les couvre-sols apportent vraiment beaucoup de bénéfices à l'agroécosystème. Je vous en ai listé quelques-uns, c'est pas exhaustif, mais on parle de rétention du sol, de contrôle des adventices nuisibles, donc des mauvaises herbes, d'amélioration de la santé des sols de façon générale, d'amélioration du cycle des nutriments, de la séquestration de carbone par ce couvre-sol-là, l'amélioration de la qualité de l'eau, le contrôle biologique et offrir également un habitat pour les pollinisateurs. Puis ça, c'est pas nécessairement évident d'avoir tous ces services-là de façon simultanée. Pensons par exemple au fait que si on veut augmenter, dans le fond, améliorer le cycle des nutriments, il va falloir effectuer des fauges puis apporter l'azote à des moments précis dans la saison. Alors que si on veut offrir un habitat pour les pollinisateurs, il va falloir laisser fleurir les plantes pour vraiment leur offrir une floraison abondante et continue toute la saison. Donc, l'équilibre n'est pas toujours évident dans la gestion de ces couvre-sols-là pour répondre à l'ensemble de ces services, mais ça reste des services qui sont offerts par les couvre-sols végétaux. J'ai aussi pris le temps de faire une synthèse parce qu'à travers les recherches, il s'est fait beaucoup de choses en Europe qui sont pas, qu'on peut pas calquer nécessairement au Québec, mais qui nous donnaient quand même des orientations sur des choix d'espèces, sur des types de mélanges, sur différentes façons de faire. Puis je vous ai fait une petite synthèse un peu des avantages et inconvénients qui seront ressortis par rapport aux essais de couvre-sol végétaux permanents sur le rang à ce moment-ci. Donc, au niveau des avantages, on a l'amélioration de la porosité de la structure du sol de façon, je dirais, unanime dans les projets, ça ressortait. Un faible coût énergétique aussi, donc on réduit le nombre de passages le plus possible en choisissant les bonnes espèces. On a aussi une disponibilité en azote qui était équivalente à meilleure avec les mélanges testés, là, surtout ceux qui incluaient des légumineuses. On a aussi une biologie du sol améliorée. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on parle énormément en verger, la santé des sols. Je pense qu'on s'y ouvre tranquillement, mais on doit s'inspirer, je pense, de secteurs qui sont encore plus avancés là-dessus. Mais en termes de couvre-sol, on a plus de vers de terre, plus de macro-arthropodes, donc des araignées, des coléoptères, entre autres, une mésofaune qui est plus abondante et diversifiée. Je vais y revenir, on va voir ensemble un peu ce que c'est. Et un meilleur indice d'activité microbienne. Puis une augmentation finalement du taux de matière organique. Et ça, de façon générale, ça va aussi favoriser la lutte biologique et la pollinisation des cultures aussi si on va chercher des plantes à fleurs dans notre couvre-sol. Il y a tout de même des inconvénients ou des petits bémols, je dirais, à l'utilisation des couvre-sols végétaux permanents sur le rang. Il y a définitivement une perte possible de vigueur et de rendement sur les jeunes arbres.
Ça a été observé dans plusieurs études. Là. Souvent, les 3 premières années, on va voir un retard de développement, particulièrement si on utilise des porte-greffes nanisants. Et ça peut affecter le rendement. Là. Ça, c'est variable selon les études, là, mais des fois sur les 2-3 premières années de récolte. Sinon, en situation de stress hydrique, il faut vraiment adapter l'irrigation, soit en termes de quantité, de la façon de l'apporter, donc de fractionner les irrigations, et souvent commencer l'irrigation plus tôt au printemps en couvre-sol permanent. Il y a aussi tout un jeu au niveau de la restitution en azote qui n'est pas toujours synchronisé avec les besoins de l'arbre. Donc, vraiment essayer de synchroniser les fauches avec les besoins de l'arbre. Et c'est là, je vous dis, des fois, la balance entre ça et d'autres services écologiques peut être complexe. On a aussi besoin d'équipements de fauche déportés et adaptés. Donc, on va venir travailler sur le rang avec des outils déportés qui ont des systèmes de palpeurs, entre autres choses, pour venir faucher à des moments précis dans la saison. Il y a aussi un coût de semence qui est associé à ces mélanges-là, qui peut être très variable selon ce qu'on choisit comme espèce. Je vous en parlerai un petit peu tantôt, mais c'est inévitablement un coût supplémentaire. Et sinon, il faut faire attention au choix des espèces végétales. Et ça, c'est ce que je vais vous présenter en bonne partie, là, les tests qu'on a réalisés là-dessus. Et à l'entretien pour ne pas favoriser des ennemis de culture. Par exemple, je vous parlais des ravageurs du bois, là, la sapeur du pommier, la saisie du cornouiller, entre autres choses. Et peut-être la punaise terne aussi avec certaines espèces qu'on pourrait ajouter dans les couvre-sols. Là, je vous ai parlé un peu de cette faune auxiliaire, entre autres du sol. Donc, je vous présente un peu ce dont je veux parler. Biodiversité du sol, souvent, on est catégorisé vraiment en fonction de leur grosseur. Donc, on va parler des micro-organismes, tout ce qui est bactéries, protozoaires, des micro-algues, des champignons, les archées. Et la microfaune, nématodes, qu'ils soient phytophages ou entomopathogènes, les rotifères, les tardigrades. Donc ça, c'est vraiment ce qui est microscopique, ce qu'on connaît moins parce qu'on ne le voit pas, mais qui, les études commencent à se faire sur le sujet. On développe des indices, des bioindicateurs intéressants. Donc, j'espère qu'on viendra en faire des projets là, structurants dans les vergers également à partir de ces données de biodiversité au niveau des micro-organismes. On a aussi tout ce qui est la mésofaune, donc c'est une taille entre 0,2 mm et 4 mm. Donc, c'est tout ce qui est acarien, colambole. Donc, c'est visible à l'œil nu, mais c'est très petit. Donc, on a quand même besoin de faire des analyses plus détaillées pour ces espèces-là. Et celle qu'on connaît mieux, mais encore peut-être pas assez, je trouve, c'est la macrofaune là, des sols, donc coléoptères, les vers de terre. On rentre les mille-pattes là-dedans, les escargots, vous le voyez, les araignées. Donc, il y a vraiment tout un écosystème qui se crée là. C'est d'ailleurs le corps de la biodiversité planétaire qui se trouve dans les sols. Donc, c'est vraiment une biodiversité dont on entend peu parler encore, mais qui est majeure et marquante là, quand on parle de conservation de la biodiversité. Et ce qu'on s'aperçoit dans bien des études, dans bien des projets maintenant, c'est qu'en diversifiant les plantes, en apportant des systèmes racinaires variés, on vient modifier positivement la structure du sol et diversifier leurs apports nutritionnels à ces racines-là au milieu. Et là, ça crée des opportunités de développement d'une communauté d'organismes qui est plus riche et abondante. Avec toutes sortes de bénéfices parce qu'ils rendent plein de services, ces insectes-là et ces différents organismes-là. Et plus particulièrement, si on s'intéresse directement à la macrofaune du sol, celle pour laquelle on a plus de résultats actuellement en verger, bien, on a des insectes prédateurs, on a des différents arthropodes prédateurs, on a également des détritivores, on a des géophages, on a aussi inévitablement des phytophages, donc des organismes qui vont se nourrir de végétaux. Moi, je vais vous parler plus directement des prédateurs. Donc, dans les projets, on a surtout suivi les populations d'araignées, de coléoptères qui se déplacent au sol. Donc, c'est surtout là-dessus que je vais être capable de vous donner un peu plus de matière, un peu plus d'informations pour le Québec. Au niveau de la biodiversité du sol et des couvre-sols, mais
comme je vous disais, il y a peu d'études en verger, donc très, très peu de choses qui se sont faites. Puis on s'est surtout intéressé au carabe plus particulièrement. Là, je vais vous montrer une image par la suite. On observe globalement des gains avec l'utilisation de couvre-sol végétaux diversifiés au niveau de la diversité de l'abondance des arthropodes. Donc, on parle d'insectes et d'araignées par rapport au sol à nu. Puis ces effets sont très clairs pour les carabes, les staphylins et les araignées. On va utiliser, je vous ai mis une idée là, du piégeage. Là, dans le fond, on utilise des pièges fausses. Donc, c'est littéralement un bocal qu'on enterre et dans lequel on met une solution là, afin de préserver les insectes, mais s'assurer qu'ils ne puissent plus ressortir, qu'ils s'y noient. Et on va protéger ça là, pour pas qu'il y ait d'autres choses qui tombent. Souvent, on met des grillages également parce qu'on se ramasse avec des mulots, des grenouilles, toutes sortes de choses dans ces bocaux-là si on le fait pas. Donc, je vous parlais de carabes et staphylins. En fait, c'est des prédateurs vraiment voraces. C'est très intéressant pour les vergers parce qu'elles se nourrissent de larves qui vont puper, d'insectes qui vont puper dans le sol. Donc, on peut penser aux charançons de la prune, charançons de la pomme, aux carpocaps de la pomme, à l'oplocampe des pommiers. Donc, ça peut être des alliés vraiment intéressants à avoir dans nos vergers. La larve est prédatrice, tout comme le stade adulte. Donc, au niveau du contrôle, là, ça se fait à tous les stades de leur développement, à l'exception des donc, bande de végétation, beetle bank, c'est d'ailleurs une expression qui a été développée un peu pour les carabes, c'est-à-dire qu'on va laisser de la végétation permanente intacte afin d'accumuler, donc de se créer une réserve d'insectes bénéfiques. Et cette bande-là sert de zone de colonisation vers la culture. Donc, c'est vraiment intéressant comme principe. Et le couvre-sol peut servir de beetle bank, finalement. Au niveau de la faune auxiliaire qui va utiliser les parties aériennes du couvre-sol, ben là, on a pollinisateurs, on a plusieurs espèces prédatrices et on va avoir également des parasitoïdes. On a, entre autres, au niveau des pollinisateurs, différentes diptères, la cirfe qu'on connaît bien en verger parce qu'elle a aussi une larve prédatrice, donc extrêmement intéressante. Là, je vous montre Strathion mouche bombile. Dans les pollinisateurs, on a aussi plusieurs papillons, des sphinx, des coléoptères. Et principalement ceux dont on parle le plus parce qu'elles sont nos pollinisateurs les plus performants au niveau de l'agricole, c'est les abeilles bourdons et dans une moindre mesure les guêpes, donc les hyménoptères. Ils vont utiliser beaucoup le couvre-sol dans le fond pour se nourrir, donc c'est vraiment intéressant pour eux d'avoir un couvre-sol fleuri. Au niveau des prédateurs, on va retrouver dans le couvre-sol beaucoup d'araignées. Ce sont des prédateurs généralistes, donc ils mangent tous des proies, ont différentes techniques de chasse. C'est pas toutes les araignées qui ont des toiles, mais ils vont rechercher beaucoup des structures de végétation diverses là, selon les espèces. Donc, il y a vraiment des espèces spécifiques qu'on va retrouver dans les couvre-sols qui peuvent être très, très intéressantes aussi pour éliminer certains ravageurs en verger. Au niveau des prédateurs, on a aussi donc tout ce qui est punaise, cirfe, chrysope, coléoptère. Donc, vraiment plusieurs espèces qui vont utiliser les couvre-sols à différents moments de leur vie. Au niveau des parasitoïdes, on pense aux braconidés, aux trichogrammes, aux mouches tachinidés et aux ichneumonidae. Donc, vraiment différents groupes aussi qui vont avoir besoin de ressources florales à un moment ou autre de leur vie pour pouvoir compléter leur cycle de vie. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du choix des plantes. Donc, choix des plantes, vous m'avez peut-être entendu en parler en termes de bandes fleuries, mais dans le cas des couvre-sols fleuris, nos choix sont basés sur des facteurs, des critères un peu différents. À la base, on veut des plantes basses pour limiter la fauche. En fait, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir à faucher des plantes en fleurs. Donc, plus elles restent basses, plus c'est facilitant pour garder une floraison abondante et continue sans avoir des problèmes d'humidité près des troncs ou d'avoir à effectuer la fauche là, pour X ou Y raison. On veut aussi des plantes qui sont peu compétitives pour les ressources, particulièrement si on les installe sur le rang. Donc, on veut limiter la compétition avec les arbres. On veut qu'elles aient malgré tout une bonne capacité d'établissement, donc il y a une couverture rapide, qu'on ait pu désherber ces zones-là.
Et on veut également qu'elles attirent les insectes bénéfiques et non les ravageurs. Donc, vraiment sélectionner en fonction de leurs préférences pour différentes espèces végétales. On utilise à ce moment-là différents principes là, de lutte biologique par conservation. Donc, on peut utiliser des plantes répulsives ou toxiques pour différentes espèces. On a vu plusieurs études se déployer autour des rongeurs là, en verger. Donc, la spirule odorante est une plante qui était ressortie comme assez efficace là, pour limiter la présence de rongeurs près des troncs. J'ai lu aussi, mais j'ai pas de confirmation, là, mettons, que le mélilo jaune pourrait avoir aussi ces propriétés-là. Et tout ce qui est menthe, plante aromatique, je dirais de façon générale, parce que ça semble être le cas avec le thym aussi, donc la famille des Lamiacées, ont des propriétés répulsives contre les rongeurs. Donc, sont très odorantes et ça me semble pas plaire à plusieurs rongeurs. Il y aurait l'ail, il y a quand même différentes plantes possibles. Donc, c'est vraiment d'utiliser la propriété à ce moment-là répulsive de la plante. On voit aussi l'utilisation de couvre-sol avec des plantes réservoirs, c'est-à-dire des plantes qui vont offrir une ressource alimentaire en l'absence de proie dans la culture. Donc, c'est des plantes qui vont abriter des pucerons, qui vont abriter des thrips ou des acariens et qui vont donc permettre aux prédateurs généralistes d'habiter le territoire, d'occuper l'espace sur une plus longue période dans la saison, donc d'être présent sur le site au moment où on en a besoin pour la lutte dans la culture. Nous, on l'a observé déjà avec l'épervière piloselle et avec l'aneth dans différents projets là, de couvre-sol et de pré-fleuris. Donc, c'est des plantes qui abritent des populations de pucerons, des pucerons qui sont pas ravageurs du pommier, soit dit en passant, et qui permettent donc d'avoir un bassin de coccinelles, de larves de cirque autour des pommiers pour faciliter la lutte au moment opportun dans notre culture. Le dernier principe, je dirais que c'est les plantes trappes. Donc, c'est des plantes qui vont être plus attractives pour les ravageurs de culture que la culture elle-même. Et ça a été observé, entre autres, pour la punaise terne avec la molène, la luzerne et l'armoise vulgaire, qui sont des plantes qui sont très attractives pour la punaise terne et qui peuvent permettre de contenir un peu plus les punaises et éviter des dommages là, finalement aux fruits. Bien sûr, il faut être capable de les gérer. Là. Quand on utilise les plantes trappes, c'est quand même à double tranchant. Donc, il faut être capable de gérer le ravageur dans cette culture-là. Donc, c'est un pensée-y bien, mais ça peut faire partie des réflexions et des choix qu'on fait. Sinon, pour les pollinisateurs, donc quand on veut favoriser la pollinisation, on va être davantage dans une approche d'offrir une floraison continue, abondante et diversifiée toute la saison. Donc là, on veut répondre le plus possible aux différents besoins alimentaires de l'espèce. Donc, on va chercher des mélanges de plantes. On va choisir plusieurs espèces attractives qui vont être capables de combler aussi les besoins alimentaires des pollinisateurs. Mais on cherche aussi des plantes qui vont fleurir, donc comme je vous le disais, de façon qu'on va pouvoir laisser fleurir, donc qui sont soit assez basses ou qui ont une hampe florale qui n'est pas très garnie, donc on est capable de la laisser fleurir sans que ça pose des problèmes d'humidité, etc. Et ça, voilà, ça reste un défi de trouver ces plantes-là parfaites, mais ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que gérer des mélanges, ça peut être un défi. Donc, il y a de la compétition entre les espèces végétales qui se concurrencent pour l'espace. Donc, souvent, on part avec une douzaine d'espèces dans notre mélange, mais c'est pas nécessairement ce qu'on va observer sur le terrain. Donc, on va avoir des dominances de peut-être 2, 3, 4 espèces seulement. Donc, c'est pas évident de travailler avec des mélanges, mais on continue de faire avancer ce dossier-là. Le moment de fauche aussi peut être difficile si on veut éviter de couper des hampes florales, donc éviter de couper des fleurs. Au moment de la fin de floraison d'une autre, on veut qu'il y en ait une qui commence. Donc, bref, on fauche souvent le moins possible ces mélanges-là. Et la hauteur de fauche peut être variable aussi d'une espèce à l'autre. Puis, ce qu'on voit un peu, c'est qu'avec le temps, les mélanges ont tendance à se simplifier dans les couvre-sols. Donc, nous, on pratique le sursemis. Donc, on vient remettre différentes espèces là, au bout de, je dirais, 4-5 ans. Là, on est obligé de venir bonifier un peu ces mélanges-là. Puis, je vous parle pas de mélange vraiment farfelu. En fait, il y a une belle étude qui est sortie là, sur les couvre-sols pour favoriser les pollinisateurs en verger. C'est une étude qui a été réalisée en Virginie.
Et c'est vraiment, ils regardaient le butinage des abeilles domestiques en verger, finalement. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que le trèfle rouge, le trèfle blanc et le plantain étaient des plantes communes dans les couvre-sols et très attractives pour les abeilles. Donc, déjà, de laisser fleurir ces plantes-là, qui des fois, on met d'emblée dans les vergers, ça peut être vraiment une bonne chose. Euh, Cette étude-là suggérait toutefois d'accroître l'abondance et la diversité de fleurs dans les couvre-sols parce que, bon, ça reste que c'est des pics de floraison quand même restreints. Donc, il conseillait d'améliorer finalement la diversité pour éviter les disettes alimentaires pour l'abeille domestique. Et il disait qu'à certaines périodes, donc, il avait observé des déplacements de plus de 11 km des abeilles. Donc, c'est des déplacements très coûteux énergétiquement pour les abeilles. On veut éviter ça. On veut leur offrir un maximum de ressources dans le verger même. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ces fameux résultats, pour certains inédits, sur des couvre-sols fleuris sur le rang. Donc, nous, on s'est intéressé d'abord à un système qui s'appelle le système sandwich, qu'on a fait durant plusieurs années au verger, qui permet d'avoir donc un couvre-sol. J'ai un petit schéma par la suite. Donc, vous avez sur le rang de pommiers, attendez, je vais mettre sur cet écran-là. Donc, ça, c'est mon rang de pommiers en vert clair. C'est une bande de végétation. Donc, c'est les plantes qu'on choisit sur le rang, là, une bande qui fait 30 à 50 cm de large. Puis, on vient travailler donc, dans la bande grisâtre, de chaque côté du rang, finalement, on a une zone désherbée là, qui est travaillée mécaniquement sur à peu près 40 cm. Donc, c'est variable en fonction de l'outil utilisé pour le travail, mais c'est environ ça. Et nous, c'est une technique qui nous avait été inspirée là, par des projets en France qu'on avait trouvé vraiment intéressante. Donc, l'avantage, c'était vraiment une alternative au désherbage chimique sur le rang. Ça facilitait dans la bande travaillée l'incorporation de fertilisants. Ça permettait d'installer des plantes très, très attractives, très nichées pour les pollinisateurs ou pour la lutte biologique, qui, elles, supportent peut-être moins bien la fauche ou le piétinement. Donc, des plantes qu'on n'aurait pas pu installer dans l'allée, mais là, on avait une opportunité de les mettre sur le rang parce qu'elles étaient dans des conditions favorables à leur croissance. Ça facilite le désherbage mécanique parce que là, ces plantes-là, on ne venait pas les faucher sur le rang, donc on n'avait pas besoin d'un désherbeur avec un palpeur, un système de contournement des arbres, et ça favorisait la présence d'auxiliaires vraiment à proximité des arbres. Il faut savoir que plusieurs auxiliaires ont une distance de vol très, très courte, là, des parasitoïdes, entre autres, puis certains petits pollinisateurs, on parle de 30 mètres pour certaines espèces. Donc, de les avoir vraiment sous les arbres, ça devenait comme quelque chose de vraiment intéressant. Toutefois, les inconvénients, parce que on se le cachera pas, on n'est pas resté avec cette façon de procéder-là, bien qu'elle ait sa place dans certains systèmes. Le choix des plantes qui peuvent garder le tronc humide. Donc, on était toujours à se poser des questions sur telle espèce, est-ce que je vais avoir tendance à garder mon humidité? Problème de ses cornuliers, de sa perte du pommier. On a trouvé des plantes qui font bien le travail et qui n'amènent pas ce problème d'humidité, entre autres le thym et l'épervière. Mais reste que souvent, pour plusieurs mélanges, on était obligé de désherber autour des arbres, donc de mettre du copeau de bois autour des arbres et donc profiter de l'espace seulement entre les arbres pour pouvoir implanter nos couvre-sols. Et ce qui nous a amené à arrêter cette façon de travailler-là, c'est vraiment l'érosion dans la bande travaillée dans un verger en pente comme notre verger de recherche. Ça devenait problématique, donc on avait vraiment un sillon qui se développait, un canal qui était nuisible. Donc, on a aujourd'hui des systèmes un peu hybrides là, qu'on utilise, nous, pour les tests. Là. Donc, c'est vraiment plus en mode expérimental, mais avec de l'occultation pour pouvoir tester différentes choses sur le rang. Choix des espèces florales en verger, je vous rappelle un peu les critères. Donc, nous, on veut des vivaces, on veut un établissement de croissance rapide, on veut qu'il ne soit pas trop haut, donc 5 à 30 cm, qu'il soit pas haute de ravageurs de culture, qui ait le moins possible de compétition pour les nutriments et l'eau, et attractif pour les insectes bénéfiques. Puis on avait toujours le souci de limiter le plus possible l'humidité. Puis comme je vous disais, c'est ça, il y a des insectes bénéfiques là, qui volent uniquement sur de courtes distances. Donc, on voyait vraiment un gain à amener ces insectes-là à pouvoir s'établir, vraiment se répandre partout dans le verger avec un couvre-sol fleuri.
On a fait 2 projets, donc un projet en 2015 dans une jeune parcelle de pommiers nains qui avait alors 2 ans, puis un projet en 2017 dans une jeune parcelle de poiriers qui avait aussi encore là 2 ans. On a mis différents couvre-sols sur 40 mètres de long avec 4 répétitions pour chaque couvre-sol. On a fait des évaluations l'année suivant l'implantation des couvre-sols, donc les couvre-sols étaient relativement bien établis à ce moment-là. Et on a évalué justement le recouvrement, mais on a aussi fait des suivis des arthropodes, donc de la mi-juillet au début septembre, avec du filet fauchoir et avec des pièges barbares, donc les pièges fausses que je vous présentais tantôt pour les arthropodes du sol. On a utilisé thym serpolet, donc thym qu'on est venu transplanter avec un semis de trèfle blanc. On a utilisé également de la menthe chocolat en transplant, une menthe qui est plus basse, là, qui est parmi les plus basses des menthes qu'on peut avoir en zone 4B, avec du trèfle blanc encore. On a implanté de l'épervière piloselle en transplant, puis on avait un mélange de lotier, de trèfle blanc et de fétucovine, qu'on a appelé le mélange sandwich. Puis on a comparé ça aussi avec des parcelles en bois raméal fragmenté. Donc, je vais vous présenter un peu les résultats. En fait, je vous présente d'abord l'épervière. On a travaillé beaucoup sur les modes d'implantation. L'épervière piloselle, c'est une petite plante. On a de l'épervière orangée aussi, là, mais qu'on retrouve communément au Québec dans les milieux ouverts. C'est une plante qui a vraiment des racines de surface là, qui fait une belle rosette. Puis en France, c'est utilisé dans plusieurs vignobles commerciaux encore actuellement. Donc, nous, on avait un intérêt particulier pour cette plante-là. Et l'établissement était très difficile à partir de multicellules. On a trouvé une façon de faire. Dans le fond, on a trouvé une parcelle de source où on s'est approvisionné en grosses galettes d'épervière. Puis ça a été la meilleure façon de le transporter au fil des projets. Donc, on est arrivé avec des succès d'établissement le plus intéressants au fil des années, mais reste que c'est une plante un peu capricieuse là-dessus. Donc, implantation de nos couvre-sols, je vous montre les résultats de recouvrement. Donc, juste pour vous dire qu'au terme là, de la 2e année, on avait pour le mélange de lotier trèfle blanc et fétucovine un taux de recouvrement de 98% du mélange, donc c'était excellent. La menthe chocolat, c'était un petit peu plus difficile, on était autour de 40%. L'épervière piloselle, avant de développer les techniques, là, on a eu des résultats autour de presque 30%. Et le thym serpolet, on a eu d'excellents résultats en verger à 95% d'établissement à partir de transplant. Ce que ça donne en termes d'insectes, là, je vous présente dans le fond le nombre moyen d'arthropodes par piège fausse. Donc, c'est vraiment les captures qu'on a fait au sol. Et ce qu'on observe, c'est que vraiment les mélanges fleuris de façon générale semblent mieux performer que le BRF en termes d'attractivité pour les insectes et les araignées du sol. Ça en nuançant par contre que le mélange Swiss Sandwich, donc le mélange de lotier, trèfle et fétuc, c'est un mélange très, très dense qui semble moins convenir aux insectes prédateurs du sol. Donc, on a retrouvé un peu moins d'insectes que les autres couvre-sols. Donc, des mélanges plus dégagés, moins hauts, moins denses, semblaient être préférables pour ces insectes-là, particulièrement pour les carabes. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une idée un peu là, de à quoi ressemblait le mélange sandwich. En termes d'insectes qui vivent donc dans le couvre-sol, mais au niveau aérien, donc on a utilisé un filet fauchoir et là, il y a vraiment 2 mélanges qui se démarquent, le mélange d'épervière et le mélange SS, là, qui est le Swiss Sandwich, donc notre mélange avec du lotier. Beaucoup parce qu'elles sont des plantes réservoirs. Donc, je vous disais qu'on a exploité un peu ces concepts-là à travers les projets. Donc, il y avait beaucoup de pucerons dans ces plantes-là et ça a permis vraiment l'établissement d'une belle communauté d'auxiliaires, de prédateurs et particulièrement des ciffres qu'on voit sur le graphique. Donc, conclusion, au terme de ces essais-là, on avait des pistes intéressantes pour établir des couvre-sols fleuris sur le rang, mais des défis subsistaient là, dans son déploiement à l'échelle commerciale. On en était bien conscient. D'abord par le prix de certaines espèces, mais également par l'obligation de désherber autour des arbres, entre autres pour le mélange de lotier. On a besoin de mécaniser la transplantation et ça reste peu adapté aux parcelles en haute densité, donc où finalement il y a très peu d'espace à ce moment-là entre les arbres.
Alors, on va s'intéresser un peu plus loin aux allées. C'est le dernier projet que je vais vous présenter. Ça, c'est pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air actuellement. Ah, je ne sais pas pourquoi il y a des diapositives qui n'ont pas rapport, je m'excuse. Bon, couvre-sol fleuri en viticulture, je fais une petite parenthèse pour vous parler d'un projet où on est allé un peu plus loin sensiblement avec les mêmes espèces. Donc, on a eu la chance d'avoir un projet financé là, sur l'évaluation de couvre-sol permanent sur le rang dans la culture de la vigne au Québec, auquel s'est joint le projet de maîtrise de Patricia Denis, qui, elle, a regardé plus spécifiquement les aspects de lutte biologique dans la vigne. Là, je dois vous dire, par exemple, que le contexte est un peu différent. Donc, dans les vignobles, il n'y a pas d'irrigation, ce qui présente un défi pour l'établissement des couvre-sols. Les grappes sont très basses aussi. Donc, selon le mode de conduite, là, on peut avoir des grappes qui sont à 10 cm du sol. Donc, on a quand même des défis à ce moment-là d'avoir une végétation qui garde peu l'humidité, qui permet une bonne circulation d'air, parce que leur principal enjeu, ce sont la gestion des maladies. On est aussi dans des entreprises agrotouristiques. Donc, l'esthétisme a beaucoup d'importance. Et on veut on n'a pas nécessairement un intérêt particulier pour les pollinisateurs en termes de production de raisins parce que la vigne est auto-fertile et que les pollinisateurs n'ont pas un énorme effet sur les rentes. Donc, nous, on a testé, vous allez revoir un peu les mêmes espèces, le corniculé, thym serpolet, l'épervière et une nouvelle, la spirule odorante. On a fait ça, puis on les a comparés à un témoin qui était seul à nu, puis un témoin qui était de l'enherbement spontané. Donc, on voulait voir ce qui poussait naturellement aussi dans le vignoble. Donc, on a fait ça dans 2 vignobles, un au centre du Québec, un en Estrie, puis on a évalué vraiment différents paramètres. Je vous laisserai, le rapport est disponible en ligne, je vous rentrerai pas dans les détails, mais tout ce qui est hauteur, biomasse, recouvrement, composition de la végétation, donc comment ça s'est établi, ces mélanges-là, des éléments de santé des vignes, et moi, je vais vous présenter plus le volet auxiliaire. Donc, le premier mélange, c'est le thym serpolet, où on a réussi à avoir un taux de recouvrement de 70 là, au terme du projet. Donc, ça a été un beau succès pour le thym serpolet. Mais on a utilisé des transplants, donc on a dû aller vers la transplantation suite à des essais infructueux de semis les premières années. On a eu quand même une belle couverture d'épervière piloselle, mais assez variable, donc un taux de recouvrement moyen qui était de 54 %. Il y avait des très belles zones, mais des zones où ça s'est moins bien implanté, donc ça semblait pas être une solution universelle, l'épervière, malheureusement. On a essayé la spirule odorante. La spirule odorante, je vous en ai parlé tantôt pour ses propriétés répulsives contre les rongeurs, mais c'est aussi une plante qui tapisse vraiment bien. Je vous montre la photo d'après. Donc, c'est une plante de sous-bois qui peut vraiment offrir un couvert très, très dense et une floraison quand même intéressante aussi. Malheureusement, nous, on était dans des vergers en zone 4B, dans des vignobles en zone 4B, et il y a eu du gel. Ces 2 sites qui ont gelé au printemps des 2 années finalement de la récolte de données. Et donc, on a eu un recouvrement final d'uniquement 15 %, donc ça a été plutôt décevant. Dans d'autres contextes, peut-être qu'elle performerait bien, mais pour nous, vous allez le voir dans les résultats, c'est pas très, très intéressant. Finalement, le corniculé qui s'établit vraiment rapidement. Là, on a de la biomasse, c'est super intéressant. C'est utilisé en engrais verts et c'est pas pour rien. Mais nous, on a eu des problèmes de rouille. Donc, on a eu de la rouille sur nos plants, ce qui a disséminé le lotier sur un des 2 sites. Là, il a réussi à repartir, mais ça nous donne un recouvrement final là, de 55 %. Mais encore là, c'était très variable d'un site à l'autre en fonction de cette maladie-là. Puis l'enherbement spontané, ben écoutez, il a poussé toutes sortes de choses. Des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'était moins. On a eu des petites fraises, on a eu du pissenlit, on a eu toutes sortes de choses. Reste que la hauteur est souvent problématique là, dans le cas de l'enherbement spontané. Beaucoup de graminées. Et c'est ce que je vous présente. Donc, en termes de hauteur, là, si on regarde seulement la hauteur finale, donc il y a 2 mélanges qu'on est obligé de faucher en saison. C'est le lotier, donc vous avez je dirais jaune, et l'enherbement spontané qui est en rouge, là, donc je vais vous les montrer avec mon curseur ici. Donc ça, c'était vraiment les 2 mélanges pour lesquels on a eu de la fauche à faire. Sinon, le thym est resté assez stable en termes de hauteur, donc on n'a pas eu besoin de faire de fauche. Et la spirule, ben, c'est vraiment par un mauvais développement qu'elle n'a pas pu atteindre son plein potentiel. Il aurait peut-être fallu la faucher dans d'autres contextes.
Et finalement, l'épervière qui est assez basse, là, malgré une hampe florale qui monte, mais c'est une rosette au sol, donc super intéressant en termes de hauteur. Voilà. Je vais passer vite là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer en fait que vous le voyez, là, tous les couvre-sols ont eu une abondance d'arthropodes relativement plus importante que le sol à nu. Donc, au niveau des aspirations du filet fauchoir qu'on a pu faire, donc tout ce qui est insectes et araignées dans la végétation elle-même. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant si on le compare au sol à nu. En termes de parasitoïdes, il y a aussi des plantes qui se démarquent, là. Donc, l'enherbement spontané, on avait plusieurs plantes attractives pour les parasitoïdes, le lotier et aussi la fleur d'aspirule qui semblait apprécier des parasitoïdes. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que la présence de pucerons était vraiment déterminante là, sur la présence de prédateurs. Donc, l'effet de plantes réservoirs devenait vraiment intéressant. Donc, on avait beaucoup de pucerons, dans notre cas, dans le lotier. Puis ça fait en sorte qu'ils s'est démarqué là, au niveau de la présence de prédateurs dans la végétation. Euh, Sinon, au niveau des arthropodes du sol, ben là, on avait quand même plusieurs arthropodes qui se déplaçaient dans le sol à nu. On en a vu quand même pas mal. Puis, inversement, le thym là, semblait moins favorable à la présence d'arthropodes, principalement des staphylins. Qui sont prédateurs, là, que je vous ai présenté tantôt. Il y avait beaucoup d'araignées dans le lotier et vous aviez beaucoup de myridés, là, de punaises dans le lotier, l'épervière et le thym. Sinon, ça, je vais passer vraiment vite parce que je vous le résume ici. On a vu très peu de pollinisateurs dans le projet, donc il y avait peu de fleurs en général dans les vignobles, donc c'est pas des sites où on a vu énormément de pollinisateurs. C'est un questionnement, hein, il faut se poser des questions. Sinon, il n'y a pas d'incidence observée sur les ravageurs, les maladies au niveau du raisin. On n'a vu aucun effet sur la phénologie, l'ahoutement, le risque de gel hivernal, aucun effet sur les rendements, le poids total, le poids des grappes. Donc ça, c'est vraiment bénéfique. Donc ça veut dire que les couvre-sols ont leur place sans nuire au rendement, à la croissance des plants. Et on n'a vu non plus aucun effet sur la composition du mou. Et un coup de cœur, vous le voyez, c'était magnifique pour le thym serpolin. Donc, on est arrivé à suggérer fortement le thym serpolais pour sa capacité à s'établir par transplant, la hauteur stable, la présence d'araignées, de pollinisateurs et peu de phytophages, donc peu de scadelles, principalement pour la vigne, c'est ce qu'on regardait. Reste que c'est une plante qui est quand même dispendieuse à établir, donc il va falloir travailler là-dessus. Puis la germination est très lente, donc le semis semble un défi. On a aussi, on est venu à prioriser également l'épervière piloselle, donc qui était native sur les deux sites, qui est facile d'implantation quand on a la bonne technique et qui est très compétitive lorsqu'elle est établie. Donc, la hauteur est stable et basse, donc on n'a pas besoin de fauche, puis on a peu de phytophage, on a des parasitoïdes et des prédateurs. Donc, voilà. Implanter des couvre-sols fleuris pour soutenir les communautés de pollinisateurs en culture fruitière, ben, c'est le dernier projet que je vous présente. C'est un projet en cours, donc ça va être vraiment sommaire, mais là, on s'est intéressé à fleurir l'entre-rang, donc à aller vraiment essayer de trouver des solutions qui seraient applicable à l'échelle commerciale pour ajouter des fleurs dans cette immense superficie qu'occupe dans les vergers l'entre-rang. Donc, c'est vraiment ça. On veut travailler à la fois sur les techniques d'implantation, sur des mélanges florifères qui seraient intéressants et attractifs pour les pollinisateurs, puis parler d'une analyse de coûts et de bénéfices relatifs à ces différentes techniques qu'on développe là. Fait que le projet est sur 3 ans. On est à la deuxième année En fait, on entame cet été la dernière année du projet. Donc, on a 2 sites. On a une parcelle de pommiers en implantation puis une parcelle de pommiers en production. La parcelle de pommiers en implantation, les couvre-sols ont été semés en 2024. Donc, ils vont avoir 3 ans cet été. Et la parcelle de pommiers en production, les semis ont été faits au printemps 2025. Donc, on va être à la deuxième année d'implantation. Dispositif en bloc aléatoire complet avec 3 répétitions et 12 traitements. 12 traitements parce qu'on teste 3 méthodes d'ensemencement. Donc, l'hydroensemencement, on a fait un partenariat avec Feuillage du Québec, entre autres pour développer un mulch là, qui serait possible d'utiliser en production biologique. On fait aussi un semi-mécanique dans le sillon. Donc, on voulait voir s'il y avait un gain à enterrer les semences en termes de composition du mélange, en termes de capacité d'établissement. Donc, on regarde ça aussi. Puis, on a fait aussi un semis anavolé plombé.
Ça, c'est le mulch qu'on a développé là, avec la compagnie, là, donc où il y a pas finalement d'intrants, fertilisants, etc., qui peuvent être ajoutés, soit dit en passant, là, au moment de la pulvérisation. Les mélanges qu'on a développés, bien, il y a un mélange RDR, donc c'est un mélange qu'on avait travaillé avec RDR Semences, donc c'est d'où son nom. C'est un mélange de plantes fourragères essentiellement, donc on voulait un mélange relativement économique. Nous, quand on le faisait à grande échelle, on l'avait à 325 par hectare, donc c'est un hectare plein, là, pas de pommier. Donc ça revient quand même économique, c'est sensiblement les mêmes prix là, qu'un mélange B, MTQ. Là, donc, on avait quand même quelque chose d'intéressant. Chicorée fourragère, lotier, luzerne, mélilo et trèfle blanc qui apportent la floraison. Et à son apogée, ça a l'air de ça. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Flore cultivée, un mélange qui est composé de beaucoup d'espèces de trèfles, donc trèfle alcique, plantain lancéolé, trèfle rouge, trèfle huillat, trèfle porte-fraise. On a ajouté aussi du lin vivace et 2 annuels, le radis décompacteur et la moutarde jaune, qui permettent d'avoir une floraison la première année. Donc, c'est le fun parce que ça nous donne la fleur rapidement. C'est intéressant d'ajouter des annuels un peu pour ça. On a un mélange qui est un peu plus complexe aussi d'espèces sauvages. Donc, le mélange flore sauvage, on a mis de la luzerne cultivée, mais pour les autres espèces, c'est achillée millefeuille, marguerite blanche, coréopsis des teinturiers, œillet barbu, catère et astère de Nouvelle-Angleterre, hysope et verge d'or. La verge d'or des bois, là, qui est une verge d'or assez courte, et la star de Nouvelle-Angleterre, qui est relativement haute, là, mais c'était vraiment en l'absence d'Astère de Nouvelle-Belgique, on a dû modifier le mélange. Mais vous le voyez, une diversité de formes de fleurs, une diversité aussi de périodes de floraison. Donc, c'est un mélange qui est assez complet et qui a un beau potentiel. Donc, c'est toutes des plantes qu'on voyait bien s'établir là, dans nos essais préfleuris. Donc, on a bon espoir que ce soit tout aussi intéressant en couvre-sol. Puis sinon, on le comparait un peu à un mélange plus classique, un mélange avec du trèfle huillat, du lotier, du trèfle rouge de coupe et un peu plus là, de graminées. Au niveau des résultats, au niveau du recouvrement, un mois après le semis, on était vraiment bien capable de distinguer les 3 techniques d'implantation. Donc, on s'est questionné. Je suis pas certaine que dans le sillon, c'est super intéressant finalement. Donc, on avait un regard un peu différent par rapport aux résultats en fin de saison. Donc, au niveau du recouvrement, les 3 techniques s'équivalent finalement, avec le bémol que si vous êtes dans un terrain en pente ou n'avez pas accès à de l'irrigation, qu'il n'y a pas assez de pluie, le timing de semis n'est pas idéal, l'hydro-ensemencement permet quand même de garder un peu plus d'humidité au niveau du sol et de stabiliser le mélange là, sur le sol. Donc, il y a quand même un avantage, mais qui n'est pas traduit par les résultats de notre projet. En termes de richesse florale, là, je vous présente juste les résultats sur un des 2 sites. Un des 2 sites qu'on a semé assez tard, donc qui a été semé en juin 2024, en août, 2024 dans son cas. Et ça semble avoir nuit à l'établissement de certaines espèces de végétales qu'on avait dans le mélange. On s'est retrouvé vraiment avec une dominance de trèfle dans beaucoup de mélanges et malheureusement, ça joue un peu sur les résultats, là, sur l'attractivité des pollinisateurs. En fait, celui qui se distingue vraiment, là, c'est le mélange sauvage, c'est-à-dire que sur 10 des espèces implantées, il y en a 6 qu'on a observées en fleurs. Donc voilà, ils semblent se démarquer. Puis c'est aussi ce qu'on observe là, dans les premiers résultats sur l'abondance de pollinisateurs. Donc, majoritairement, on a capturé des cirques, mais on voit là, que le mélange sauvage a une plus grande abondance et diversité de pollinisateurs là, comparativement aux 3 autres mélanges, tout mode de semis confondu dans ce cas-ci. Fait que c'est vraiment un projet qu'on poursuit. Vous aurez l'occasion de voir les résultats de ce projet-là l'an prochain. Mais je pense que le message à travers ma présentation, c'est pourquoi pas profiter des couvre-sols pour mettre des fleurs sur votre entreprise. Je pense que l'objectif, c'est de fleurir, de diversifier la végétation pour amener à la fois une meilleure santé des sols, une meilleure santé des vergers, une plus grande biodiversité de façon générale. Puis c'est complémentaire à des aménagements de bandes fleuries. Je pense qu'il s'est fait des très beaux projets aussi dont vous pouvez vous inspirer, entre autres à l'IRDA là, récemment avec Daniel Cormier. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et le couvre-sol, des fois, il faut le penser en mode protection. Fait qu'il y a peut-être des aires où on peut se permettre de vraiment pas faucher, de laisser aller, puis ça peut être super intéressant.
Nous, on utilise aussi des méthodes de sursemis quand on voit que le mélange a tendance à se simplifier. Puis, ben c'est ça, continuer à faire des efforts de recherche, à penser à des façons de diversifier vos entreprises. Mon diaporama est un peu étrange, je m'excuse. Merci aux firmes partenaires, à l'équipe et à différents étudiants qui ont travaillé sur les projets. Voilà, donc ça complète ma présentation. Merci beaucoup, Noémie. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. Pour partir, dans le fond, les différentes plantes, bon, pour quelqu'un comme moi là, qui arrive là, un peu, qui n'est pas familier avec tous les projets de recherche, toutes les plantes, ce que j'ai retenu, c'est qu'au début, on classifiait les plantes plus en termes de leur pouvoir répulsif versus attractivité. Mais après ça, ces deux aspects-là, comment est-ce que ça se traduit dans le mélange? Est-ce qu'on a un mélange de plantes attractives avec des plantes répulsives? Est-ce qu'ils peuvent s'annuler l'un de l'autre? C'est une question que je me posais. Puis, je ne sais pas si pour répondre à la question, tu veux revenir au système sandwich parce que pour moi, en tout cas, tu as passé un peu vite sur exactement qu'est-ce qu'il s'agit de ça. Peut-être que c'est peut-être le concret à expliquer. Ce serait ça ma question. Ta question. Ben, super. Ben, en fait, ouais, le système sandwich, ça se voulait vraiment une façon de pouvoir mettre des plantes qu'on laisse fleurir qui ne seront pas pilacées. Donc, c'était vraiment une façon de pouvoir gérer le rang différemment de l'entre-rang. Donc, d'avoir des mélanges, puis ça pourrait être des plantes à ce moment-là qui sont répulsives sur le rang et qui vont attirer. Bon, répulsif, puis là, on s'entend répulsif, c'est pas répulsif pour tout, là. Non, donc, souvent, ils vont repousser soit les rongeurs ou vont repousser certains groupes d'insectes, mais ils vont en attirer d'autres. Fait que, ils ont souvent un double rôle. Si on pense à l'ail, entre autres, c'est répulsif pour les rongeurs, mais ça attire aussi beaucoup de pollinisateurs près de la culture. Donc, le but, c'était de penser le rang un peu différemment de l'entre-rang. Donc, le système sandwich permettait finalement mécaniquement de contrôler indépendamment ces deux zones-là, avec tous les défis que ça a présenté, mais ça a permis, je pense, d'avancer vraiment différentes choses. Puis, on a réussi à le reproduire sans travail mécanique en vignoble. Ça a bien fonctionné parce que l'allée était tondue et nous, nos plantes sur le rang ne l'étaient pas là, pour la majorité. Fait que ça, c'est le système sandwich. Mais en termes de plantes répulsives, c'est ce qu'on a fait instinctivement. Puis je suis pas rentrée dans le détail, je suis allée un peu vite, mais c'est qu'on est allé mettre vraiment les plantes répulsives près des troncs. Donc la menthe, le thym se trouvaient près des troncs, où on n'a pas non plus de gicleurs. Puis c'est des plantes qui poussent bien dans un milieu un petit peu plus sec. Et donc, nous, on a de l'irrigation par aspersion. Donc, on mettait sous l'aspersion, finalement, sous nos gicleurs, du trèfle blanc. Et là, on aurait pu aller mettre du lotier, on aurait pu comme peaufiner ces mélanges-là aussi avec le temps, mais on concentrait, si on veut, nos plantes répulsives et répulsives pour les rongeurs, mais attractives pour beaucoup d'insectes bénéfiques au pied des troncs, étant donné qu'elles sont aussi plus dispendieuses. Puis ça se fait bien dans une implantation assez extensive. Là. Nous, on a des poiriers où on a 4 mètres entre les arbres. Fait qu'on a possibilité de jouer avec ça. Dans la haute densité, on s'est rapidement aperçu que ça avait des limites, ce système-là. C'est là qu'on s'est mis à travailler un peu plus sur l'entre-rang. Donc, c'est là que je comprends que la nature répulsive ou attractive, c'est plus comme sur l'endroit où on va implanter ces différentes plantes-là qui peuvent maximiser sur leurs effets, dans le fond. Exact. Mais ça peut être ça la stratégie, mais je dirais que de façon générale, les plantes répulsives que j'ai présentées, comme les menthes, comme le thym, sont des plantes qui sont répulsives pour des rongeurs, donc pour des ennemis de culture, mais attractives pour plein d'insectes bénéfiques. Fait qu'ils ont quand même un double rôle, là, une double fonction là-dessus. Ben, je rappelle aux gens de ne pas être gênés, de poser vos questions dans le clavardage s'il y en a ou des réflexions sur ce que vous avez entendu pour nourrir la discussion. Si j'y retourne, dans le fond, moi, ce que je comprends aussi de tes conclusions, c'est que le mot le dit, la biodiversité, je veux dire, elle vient dans le mélange aussi, dans le fond, d'avoir des mélanges, justement, de ne pas avoir, entre guillemets, monoculture de trèfle entre les rangs. Il y a des bénéfices à ça aussi, d'avoir justement une diversité de plantes dans notre couvre-sol. Effectivement, puis je dirais que c'est pas nécessairement cette diversité-là, elle passe pas nécessairement par l'utilisation toujours de mélange. Mais c'est plus de le penser à l'échelle globale de l'entreprise, de la ferme, du site. C'est de dire, ben si par exemple, le thym pousse très mal en mélange, mais super intéressant pour plein de propriétés qu'il a. Donc, on peut faire des zones où là, c'est du thym,
Puis, ben plus loin, on y met du lotier parce que là, on n'a pas, par exemple, dans l'allée, on peut très bien mettre du lotier puis venir fleurir l'allée. Donc, je pense que c'est plus une diversité. Il faut le voir comme plus à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la ferme, cette diversité-là. Ça se passe pas juste dans des mélanges. Puis, il y a des mélanges qui fonctionnent bien, qui permettent d'avoir tout en un aussi. Mais c'est comme une réflexion, je dirais, là, plus qui n'est pas juste locale. Ouais. Non, c'est bon. Puis après ça, moi, si je rentre plus dans je pense qu'il va y avoir plus de résultats sur vos projets là, actuellement en cours, mais l'aspect justement financier, tu l'as mentionné à Ouais. certaines reprises qu'il y a certaines plantes qui sont quand même assez dispendieuses à se procurer, puis de l'implantation si c'est plus ou moins. Mais est-ce que dans votre analyse plus économique, vous allez jusqu'à l'impact sur la croissance des arbres, sur la Ouais. récolte, sur la productivité finalement? Est-ce que, je sais que c'est peut-être, il y a plusieurs aspects là-dedans là, à Ouais. mesurer, là, on ne peut pas tout mesurer non plus, mais comment s'insère l'aspect économique là, dans vos projets? Puis peut-être qu'on pourra se réunir une autre fois pour parler de plus ces aspects-là en détail, mais c'était une question que je me posais, jusqu'où va Ouais. l'aspect impact économique? Ben en fait, les premiers projets que je vous ai présentés sur le système sandwich, on était vraiment en mode test, fait qu'on n'a pas évalué cet aspect-là. Mais c'est définitivement un élément central dans le dernier projet que je vous ai présenté là, sur les couvre-sols dans l'allée. Euh, Actuellement, notre défi en termes de coût de chacun des mélanges, c'est vraiment le volume de semences produits qui influence énormément le coût du kit au double. Fait que j'ai des mélanges qui me coûtent, je vous disais, autour de 300 l'hectare à implanter, puis j'en ai qui me coûtent 4000 l'hectare parce on a des semences qui sont récoltées de façon artisanale ou c'est pas mécanisé. Donc, La moi, en rareté là, parallèle, sur le marché, finalement, là, la exact, exact. C'est disponibilité. beaucoup Ouais. d'importations. Hein. Fait que c'est soit du OK. travail manuel ici fait au Québec ou des importations. Donc là, il y a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs distributeurs qui se prennent une cote sur en tout cas, fait que ça finit par des prix assez faramineux. Mais moi, je travaille étroitement aussi avec l'industrie pour que nos mélanges, ben, on puisse je dirais, ben, des fois les simplifier ou les travailler de façon à ce que ce soit viable économiquement pour eux à un prix décent. Donc, ça, c'est un travail que je fais un peu en parallèle. Donc, ça sortira peut-être pas au terme de ce projet-là, mais c'est en cours de processus. C'est vraiment quelque chose sur lequel moi, je veux me pencher parce que le but, c'est que ce soit déployé. Là. Ben, C'est beau c'est qu'on le fasse important chez nous au CETAB, là, mais c'est ça. ouais. On C'est veut que ce important de soit viable. tenir compte de cet aspect-là, là. Donc, je Effectivement. salue vos efforts parce que il faut que ça soit viable pour tout le monde, incluant ceux qui fournissent les semences de ces Exact. mélanges-là aussi, là. Exact. Oui, c'est ça le but. Puis tu me posais la question au niveau de la croissance. Fait que nous, on mesure, comme je le disais, on a une parcelle mature en production, puis on a une jeune implantation. Donc, on mesure tous les effets là, au niveau de la croissance, de l'ahoutement des plants. Donc, ça, c'est vraiment suivi de près. Tout ce qui est aussi dommages sur les fruits. Donc, on fait une évaluation des ravageurs des maladies sur les fruits dans la parcelle mature. Fait qu'on fait vraiment un suivi complet. On regarde le diamètre des troncs, on regarde la pousse annuelle. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations qu'on n'avait pas collectées précédemment dans les projets sur justement l'impact sur la croissance, le développement. Il faut dire qu'on est dans l'allée aussi, fait que l'impact, on s'attend à ce qu'il soit moindre, mais il y a peut-être des plantes qui vont amener une certaine compétition alors que d'autres non. Donc, je pense que ça va être intéressant de le traduire, puis ça fait partie du projet, là. Autant que d'évaluer aussi les coûts à l'échelle commerciale de faire du droit-ensemencement, du semi-mécanique ou à la volée. Là. Fait que, ouais. Tout Donc, devrait y aller. Ouais. c'est clair on va se réunir pour les Oui, résultats finaux de ce projet-là. Ça va être super intéressant. On a une question dans le clavardage. oui. Quelles espèces dans le projet de couvre-sol dans la vigne est-il préférable de transplanter et non semer? Seulement le thym serpolet? Point d'interrogation. Donc, Le transplantation thym versus semis, c'était lesquels là, qui étaient plus... qui fonctionnait bien, ouais. ben c'est ce qui nous a amené beaucoup à nous réfléchir sur la mécanisation là, des transplants, parce que à grande échelle, ça devient assez laborieux, quoique bon, c'est pas annuel, là, on le fait une fois, puis normalement c'est là. Mais en fait, la seule plante qui sortait bien par semis, c'est le lotier. Donc, on a transplanté les pervières piloselles, on a transplanté le thym, on a transplanté la spirule odorante. Euh, la spirule, c'était vraiment en fonction de disponibilité de semences, là, donc on n'a pas été capable
on a été capable d'obtenir des plants, mais pas des semences. Fait que j'ai pas de données là-dessus. Et les pervers, c'est un peu la même chose, mais oui, c'est vraiment majoritairement du transplant finalement, ce qui augmente un peu les coûts là, effectivement d'implantation des projets. En effet, oui, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de taper une question, donc on va attendre un peu avant que ce soit envoyé. Mais tu sais, je dis que ça augmente les coûts Ouais, d'implantation, mais en même temps, au niveau de la facilité, la rapidité d'établissement, le fait qu'on n'a pas besoin de faire de désherbage par la suite, des fois, ça vaut, je pense, le coup. il y a des avantages aussi à Ouais, ça c'est aussi, ça, là, ouais, c'est c'est ça. ça. C'est malheureusement pas financé actuellement, mais il y a vraiment un gain là, au niveau du recouvrement notable par transplant. Fait que c'est ça. Mhm. C'est un passé du bien. Est-ce qu'on a des données ou ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à regarder aussi par rapport à ce qui se fait en ce moment là, dans les nouvelles plantations euh, en termes de couvre-sol? Dans le fond, c'est quand on implante un nouveau verger en haute densité, est-ce que moi j'entends parler qu'il y a beaucoup de producteurs qui plantent du trèfle rouge, là. C'est peut-être ça Ouais, la plante par défaut, mais y a-t-il ouais. d'autres pratiques que tu vois qui innovent en ce sens-là, vraiment au niveau de l'implantation en verger commercial, vraiment, hein? Ouais, ben j'ai vu, oui, beaucoup de trèfles, trèfle blanc, trèfle rouge, ça ressort souvent. Fait que je pense que les gens, ils vont avec un mélange de graminées, tu sais, genre feuilles de sucre rouge, ryegrass, avec du trèfle. Moi, c'est ce que j'ai le plus entendu. Euh, le lotier semble encore peu utilisé. Moi, je pense qu'il y a un potentiel là. C'est relativement, ben c'est pas mal les mêmes prix que du trèfle, là. Fait que c'est relativement économique. Et le plantain lancéolé se trouve assez facilement aussi. Fait que ça, tu sais, rapidement, c'est des choses qui pourraient être commercialisées en mélange verger, tu sais, mélange couvre-sol verger plus classique, mais qui déjà est un petit peu supérieur là, Un peu pour la plus. diversité. C'est Mm. bon. Donc, il y a une intervention. Nous laissons les plantes sauvages pousser dans notre verger. Quelles espèces de plantes seraient à retirer parce qu'elles pourraient être les Mm. hôtes d'insectes nuisibles? Est-ce qu'il y En aurait une fait, opération c'est ça, plutôt que d'implanter, de retirer ouais. ceux qui sont nuisibles qui poussent là naturellement, là? En verger, c'est pas si problématique. Là, il me vient pas d'idée de plante en tête particulièrement. Le défi, c'est beaucoup avec la punaise terne, là, des fois de gérer, parce que la punaise terne a beaucoup de plantes hautes, là. Euh, donc, des fois, c'est de surveiller, de voir que si on fauche à des moments critiques, ces bandes-là, ben, ce couvre-sol-là, ben là, on peut se trouver avec une migration des populations de punaises dans les arbres, puis là, c'est problématique. Fait j'en ai nommé quelques-unes, là, mais tu sais, l'armoise vulgaire est vraiment une de ses plantes favorites, la luzerne. Mais généralement, puis nous, on le fait dans certaines sections du verger, il peut y avoir une belle diversité déjà là, naturellement qui va pousser des astères, de la verge d'or, c'est pas problématique, c'est même bénéfique. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut laisser aller, là, des marguerites. Il faudrait peut-être avoir des cas particuliers, là, mettons d'espèces qu'on n'est pas certaine, mais il m'en vient pas rapidement. En verger, c'est relativement facile d'utiliser la flore locale. Là. Donc, c'est plus comme au niveau de la gestion de la fauche, puis encore Exact. là, on pourrait ajuster notre fauche en fonction de ce qu'il y a, de ce qu'on observe. Dans le fond, s'il y a Oui, une section du verger qui a de la verge d'or, ben là, celui-là, tu fauches ou tu fauches pas à tel oui, moment, puis d'autres sections que tu sais que à tu quel peux moment laisser tu devrais aller. faucher, là. Mm. Donc, Puis nous, on a essayé des fois des stratégies de faucher un rang sur deux, tu sais, à certains moments de l'année, pour leur offrir comme un refuge dans l'allée suivante. Puis c'est sûr qu'en pas période de créer de vide, récolte, là, dans le fond, là. ouais, exact. Mhm. Puis c'est en Mhm. période de récolte, des fois, ben, c'est pour la circulation, pour la récolte, ça va vraiment mieux de faucher là, vraiment complètement les allées. Nous, on procède quand même à ça, mais on laisse le bord des chemins fleurir. On laisse des zones où on n'a pas de circulation à ce moment-là fleurir. Fait que c'est un peu d'adapter à ce moment-là la fauche parce que naturellement, il peut y avoir vraiment des choses intéressantes. Là. Parfait. Une autre question. Avez-vous regardé la possibilité d'implanter ces plantes fleuries à la base des brise-vents, quitte Ah, ouais. à les ranger, dans le but de simplifier la régie à court et long terme?
Oui, le mélange que j'ai présenté, le RDR semence, qui est beaucoup de plantes fourragères, donc de la chicorée, de la luzerne, du mélilo, du trèfle, lui, on le met au pied des brise-vents. Reste que si le brise-vent est jeune, là, on met quand même des collerettes autour des arbres pour limiter quand même encore là l'humidité, puis s'assurer qu'il y a un bon établissement des arbres eux-mêmes. Euh, mais oui, soit en bordure des plastiques, parce que souvent les brise-vents sont faits sur plastique, là, fait en bordure des plastiques, c'est un mélange qu'on a utilisé. Et entre des arbres aussi, là, sur collerette, là, donc c'est possible de le faire. Puis c'est intéressant même d'apporter cette strate-là, parce que généralement, les brise-vents, on va déjà les protéger. Tu sais, ça va être un milieu où il va y avoir moins de dérives, il va y avoir une meilleure protection, là, un habitat de meilleure qualité pour les insectes. Fait que oui, c'est favorable. Puis même d'ajouter des arbustes dans les brise-vents aussi, là, ça offre la complexité, la structure qui vient amener un habitat plus intéressant pour beaucoup d'insectes bénéfiques, là. Ouais. Super, des bonnes questions. Puis dans le Oui, clavardage, on te remercie aussi pour les réponses. Fait que on avait prévu peut-être jusqu'à 1h30. Si jamais il y a d'autres questions ou interventions, n'hésitez pas dans le clavardage. Pour juste continuer ou peut-être conclure, si jamais il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu peux nous parler de les suites après ça quand on fait des projets comme ça? Est-ce que ça se traduit par des guides de bonne pratique, des guides d'implantation, plus des outils de vulgarisation pour ces pratiques-là par la suite, basés sur la recherche, mm, basés sur les expérimentations, mais ensuite d'arriver à un outil, un guide quelconque pour ceux qui veulent vraiment juste le mettre en pratique, là, basé sur des meilleures pratiques pour obtenir les meilleurs résultats. ouais, ben en fait, c'est sûr qu'il va y avoir une présentation des résultats du projet qui est en cours très certainement. Puis c'est drôle parce que c'est le webinaire qui m'a forcé à me replonger un peu dans tous ces projets-là qu'on avait. Tu sais, il y a des documents, puis je pourrais vous les partager là, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'écrire. On a publié des petits rapports, mais tu sais, ça a été fait. Comme je disais, un peu avec des fonds de tiroir, toujours un peu de façon informelle. Puis là, je me suis dit, ben, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus structurant. Fait que, on a déposé des projets d'outils d'aide à la décision. Si ça passe, ça va être là-dedans. Puis si ça passe pas, mais ce sera peut-être l'idée d'un guide ou d'un feuillet technique. Je sais pas si on a assez de matière pour un guide là, de plusieurs pages, mais un peu pour orienter des choix, pour pas que les erreurs qu'on a fait soient répétées, pour que ce soit accessible. Oui, j'ai pas le financement actuellement pour le faire sous ce format-là, mais c'est très certainement l'idée du webinaire m'a replongé puis m'a dit, hey, il y a matière à montrer ça un peu plus. Voilà. Ouais, ben, que ce soit un guide ou d'aide à les décisions ou feuillet technique, peu importe le terme, mais Mm. ça serait bien. En tout cas, on s'en reparlera. Merci Oui, beaucoup encore une fois de ta présentation, de t'être replongé dans ces projets-là, puis d'en faire une synthèse pour possiblement faire des liens entre tout ça. Je pense que la santé des sols, les mm, cultures entre les rangs, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez en pomiculture, selon moi. Fait que c'est qu'un début là, de conversation et de réflexion, ouais, puis tout ça, les connaissances, les pratiques vont évoluer là, en cette matière-là. Puis ça va vraiment être intéressant, en tout cas pour moi, de suivre ça puis de continuer à innover dans ce sens-là. Fait qu'encore une fois, merci Noémie. Je vois pas d'autres plaisir. questions, d'autres commentaires, donc on va faire la conclusion du webinaire. Merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux et celles qui participaient aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé le contenu. En tout cas, moi, j'ai très apprécié. Puis encore juste un rappel que l'ensemble des webinaires sont disponibles en web diffusion, c'est-à-dire sur notre chaîne YouTube des producteurs de pommes du Québec. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine, une belle saison à venir. Puis, je vous dis à la prochaine. Sans oublier que je vous rappelle que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est une belle conclusion.